16e épisode de Radio Quarantaine. Il y a eu une petite pause pendant très longtemps. Comme vous pouvez voir, il y a un nouveau setting, mais c'est parce que j'ai déménagé. J'ai finalement quitté l'appartement. Adrien et moi sommes plus coloc, officiellement. Toujours ravis, mais plus coloc. Donc, je dois aller dans cet appartement. Donc, on va avoir un nouveau setting. Vous pouvez voir aussi qu'on fait du vidéo aujourd'hui. Une première. Ben, pas une première, une vidéo enregistrée tout le long de parce qu'avant, ce qu'on faisait, c'est on enregistrait des segments qui nous servaient à faire une espèce de preview pour l'épisode. Ben là, on s'essaye à tout enregistrer l'épisode, fait qu'on va voir ce que ça donne. Puis... Exact, fait qu'on va voir ce que ça vous donne. Vous direz ce que vous en pensez, hein? Comment le timing fonctionne, c'est aussi le jour, on enregistre le lendemain de quand j'ai brisé mes lunettes, fait que demandez-vous pas s'il y a un problème, c'est juste qu'il manque une branche à mes lunettes, ça veut dire faut que je répare ça. Ça se peut que ces lunettes tombent en plein enregistrement. Faut que j'ai réparé ça le plus rapidement possible. Adrien, comment ça va? Ça fait longtemps qu'on Ça fait longtemps, effectivement. Ça fait 2 semaines là, qu'on n'a pas enregistré d'épisode. Un peu plus même. Avec le déménagement, avec ton déménagement, tout le temps que tu t'installes, on a décidé, puis tu sais, c'est l'été aussi, on en a profité un peu. Là. On est le 26 juillet. On est le 26 juillet, hein? Je sais pas si on l'avait dit encore, on est le 26 juillet. On va essayer d'être un peu plus fréquent à l'avenir, je sais pas ce que t'en dis. Il fallait que je m'installe. C'est ça, c'est normal, mais là on est back now. Je cite Kerouac et Kodak Ludo. Un peu de Montreal là-dedans. De quoi qu'on voulait parler aujourd'hui? Des noms d'équipes de sport. Des noms d'équipes de sport. Parce que là, il s'est passé quelque chose cette semaine, Jean. Je sais pas si tu as vu, mais la Ligue nationale de hockey a maintenant une 32e équipe officiellement. On a le nom, on a le logo, on savait qu'il y avait une 32e équipe. Là, on a le nom de cette 32e équipe-là. Il s'agit des roulements de tambour. Alex va pouvoir mettre un roulement de tambour ici, parce que j'ai de l'arcade en ce moment. Les Kraken ou le Kraken de Seattle? Je sais pas. Je sais pas si c'est au singulier ou au pluriel. Kraken de Seattle, c'est ce qu'on va dire. On va dire Kraken de Seattle. Okay. Moi, j'aime ça. T'en penses quoi? Non, moi, je l'aime bien. Premièrement, j'ai toujours eu une question. Un Kraken, c'est un gigantesque octopus, basically? Ben, un Kraken, c'est plus proche d'un calmar géant. Comme mais c'est juste genre une espèce de bête tentaculaire qui habite dans les fonds des océans. Puis la mythologie autour du Kraken, c'était, si je me trompe pas, à la base... Un truc énorme qui tuait les bateaux. Ouais, exactement. Là, tu vois les tentacules qui pognaient le bateau puis qui l'amenaient sous les mers pour tuer l'ensemble de l'équipage. Tu as ça dans une couple de mythologies. Là, le Kraken comme terme en tant que tel, je sais plus c'est quelle mythologie, mais tu as ça dans la mythologie romaine, grecque, scandinave. Tu sais, ça fait partie de ces espèces... Ouais, ben c'est de ces espèces de bêtes qui sont là dans toutes les mythologies. Puis probablement que ça vient en fait... Ça n'existe pas pour de vrai. Non, mais comme toutes les bêtes mythologiques, ça vient de la réalité à quelque part. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ils ont dû voir un calmar géant ou une pieuvre géante puis faire comme « Oh my God, bête des fonds des océans qui va toutes nous tuer. » Fait que c'est quand même cool, je trouve, qu'une équipe de hockey prenne cette thématique-là parce que dans les noms d'équipe, si on veut quelque chose qui fait peur, qui est imposant et tout, ben Kraken, c'est vrai que ça fait peur. C'est clairement imposant. Il y a aussi un lien avec la ville de Seattle. La ville de Seattle, c'est du bord de l'eau. Ouais, c'est tout. C'est ça le lien que tu vas avoir. C'est le lien. Ok, parce que c'est comme Seattle, l'eau va être assez froide. J'imagine. C'est pas loin de Vancouver. C'est pas loin de Vancouver, fait que. Puis de Portland où c'est la guerre civile en ce moment. L'hiver, tu peux pas nager là, mettons. Là. Mais il me semble que j'irais pas. Tu sais, le Pacifique à la base, il me semble c'est fret, là. À la base, là? Ouais, il me semble. La seule fois que j'ai nagé dans le Pacifique, c'était dans l'Océanie, genre. Fait que... La seule fois que j'ai nagé dans le Pacifique, c'était genre en Californie. Fait que je suis pas sûr que ça compte pour parler de Seattle. Californie, c'est froid d'ailleurs, mais Californie, c'est oui, pas c'est l'hiver. Même l'hiver, c'est fait 20-15 degrés. C'est ça, c'est ça. Je veux dire, c'est frais l'océan Pacifique. Fait en tout cas, le Kraken. Le Kraken, moi personnellement, j'aime bien. Ben, j'aime bien leur logo, pour vrai. Aussi, ils ont dévoilé également leur logo. J'ai pas vu leur jersey. Ils ont-tu dévoilé le jersey? Ben, ils ont dévoilé les couleurs. Puis, tu sais, les couleurs, c'est... La couleur principale, ça reste bleu marine. T'as une espèce de couleur... bleu marin, pardon. La couleur secondaire, c'est une espèce de bleu presque turquoise. OK. Puis, on mettra des images. On partagera
le vidéo, on mettra, ou peut-être même en montage. Là, ils ont dévoilé deux logos. Comment on fait. Là. Ils ont dévoilé 2 logos, leur logo principal. Ouais, qui va être sur le devant ici. Exact. Puis comme beaucoup de clubs ont des logos secondaires. Puis qui eux autres viennent sur les épaules. C'est ça. Ils ont dévoilé. Le Canadien, par exemple, en a pas. Parce que c'est un club historique. C'est H dans les deux cas. Ouais, c'est beaucoup plus un truc moderne d'avoir le second logo pour mettre sur un 3e chandail ou pour mettre sur les épaules. Souvent, c'est ça. Au hockey, souvent, c'est sur les épaules que ça va apparaître. Là, quelque chose ou l'équipe va avoir comme une espèce de 3e chandail qui met de temps en temps avec ça comme logo principal dessus. Mais on verra ce que c'est à l'autre fait. Là. Mais pour l'instant, les modèles de chandail que j'ai vus, le logo secondaire, c'est pour aller sur les épaules. On verra si éventuellement il y a un troisième jersey. Ouais. Ce que je sais par contre, c'est que la combinaison des deux logos, elle est folle. Parce qu'il y a un fan de l'équipe, parce que ça a l'air qu'il y a déjà des fans de l'équipe. C'est sûr, des gens de Seattle qui s'est fait tatouer sur l'avant-bras une combinaison des deux logos, c'est assez débile. Ok. Fait que c'est ça. Lui, il va acheter des billets de saison, c'est certain. Day one. Mais en même temps, je comprends. Là, si t'es un fan de hockey. Si t'es un fan de hockey, puis t'es à Seattle, il fallait que tu te conduises jusqu'à Vancouver pour checker une game. Ou que t'ailles en Californie. Ben, c'est plus proche de Vancouver. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, moi, faut que t'ailles. Puis là, parlant de Vancouver, c'est directement une rivalité. Ouais, ça va créer une rivalité avec les Canucks. Directement, fait que ça, c'est intéressant. Cette rivalité plus naturelle, c'est les Canucks, j'ai l'impression qu'il y avait, tu sais, par la force des choses, d'être dans la même division, la rivalité avec les équipes de l'Alberta. Oui. Mais les équipes albertaines ont la rivalité naturelle entre elles. Dans Edmonton Calgary, c'est le Battle of Alberta, comme on l'appelle. C'est naturel que c'était comme à l'époque les Nordiques puis les Canadiens. Oui, c'est ça. Cette rivalité naturelle géographique qui a lieu. Mais les Canucks, c'était comme une espèce de genre, ouais, on les aime pas aussi, mais c'était pas le rival principal de ces équipes-là. Fait que je pense que pour les Canucks, ça va faire du bien d'avoir ce rival naturel principal. Puis c'est juste à côté, là, Seattle, Vancouver, là, je pense que c'est 1h quelques de route, là, c'est vraiment pas loin. Il y a le facteur douane, évidemment, mais c'est... Non, mais ça joue en ce moment parce que la frontière canado-américaine est fermée pour cause de COVID. Ouais. Mais éventuellement, cette frontière-là va réouvrir. Puis une fois que la frontière va être réouverte, comme tu dis, la rivalité va se créer parce que aller voir des games en partant de Vancouver pour aller à Seattle, c'est super facile. Puis vice-versa, pour aller de Seattle à Vancouver, c'est super court, c'est pas très long. Fait que comme c'est certain que cette rivalité-là, puis ça risque de donner une rivalité assez forte. Parce que, vu que c'est si proche, je veux dire, Québec-Montréal, un des avantages pour la rivalité, c'est ça, c'est que c'était très proche. Fait qu'aller voir des games, des parties dans l'autre amphithéâtre, c'est assez facile. J'ai l'impression qu'il y a comme 3 facteurs qui mènent à des rivalités dans le sport. T'as le facteur géographique qui est naturel. T'as le facteur historique il y a des nombreuses confrontations en série éliminatoire. Boston-Montréal, par exemple. Boston-Montréal, c'est juste à force de se battre contre cette équipe-là pour des championnats, il y a une rivalité qui se forme. Et la troisième, c'est des raisons politiques, sociales, comme mettons, je pense plus à Montréal-Toronto, qui a une historique plus de la rivalité des deux villes à la base pour des raisons sociales ou politiques au Canada. Qui a mené aussi à une traduction dans tous les sports, que ce soit au hockey, que ce soit au soccer avec l'Impact puis le Toronto FC, que ce soit au niveau de la CFL avec les Alouettes puis les Argonauts. Ça s'est traduit à n'importe quel sport qui avait cette rivalité. À l'époque, il y avait les Expos puis les Blue Jays aussi, là, il y avait une rivalité de comme quelle était la meilleure équipe canadienne, mais ça c'était limité par le fait que les Expos jouaient dans la... Oui, ils jouaient pas la même division. Non, pas la même conférence en fait. Comme dans la NFL, t'as la NFC puis la AFC. Dans la MLB, t'as l'American et la National League. Puis les Expos étaient dans la National, les Jays étaient dans l'American League, donc ça faisait qu'il y avait moins de rivalité. On se battait pas entre nous pour les places en série ou whatever, fait qu'il y avait moins ce facteur-là. Mais autre que le Kraken, dans les nouvelles de nom, il y a aussi il y a deux autres équipes là. Deux autres équipes qui ont décidé de pour l'instant changer de nom, avoir un nom on sait pas encore ça va avoir l'air de quoi. C'est to be determined encore. Ouais, c'est ça, c'est encore annoncé, mais t'as les Washington Redskins qui sont devenus pour l'instant, parce que là la saison de football américain, le temps d'entraînement commence en pas longtemps. Commence maintenant, fait que pour l'instant ils sont les Washington Football Team. Probablement top numéro 1 des pires noms possibles d'équipe de... Ils devraient juste prendre DCFC là. Mais moi j'irais pour eux, j'irais vraiment Let's Go Football Club, puis ok, ça va fâcher les fans de soccer encore plus parce que
sais, déjà qu'on ose appeler ça du football. Vois-tu le merch que tu peux faire avec mais ça? Oui, c'est super beau, facile. Là. Je le vois, un truc noir, genre blanc, DCFC, tu peux faire du beau ils peuvent merch. même garder le Bourgogne qu'ils ont en ce moment, là. Ils peuvent garder le Bourgogne. Le Bourgogne-Or. Moi, j'aime bien le Bourgogne-Or. Je veux dire, après, c'est sûr, c'est un goût personnel. Noir et or, ça serait encore plus beau, selon moi. Puis je comprends pourquoi il n'y a pas d'équipe de foot. Black and gold. Black and gold, là. Noir genre les pantalons, tu mettrais gold, mais ça serait peut-être trop aux Steelers. Je ferais des lignes sur le côté. Des lignes, genre un gold. Golden helmet, genre un casque flat, doré, genre, pour que ça pop. Mais sur l'uniforme en tant que tel, là, tu fais juste un truc plus all black, mais avec des lignes dorées. Okay. Pour vrai, on dirait que tu décris comme un uniforme que j'ai déjà créé dans Madden, genre. Quand tu déménages une franchise puis tu crées une équipe à ça. Tant que c'est pas comme les Condors de Sacramento. ça a l'air d'un truc que j'ai déjà patenté dans Madden 15 quand j'étais ado, là. Ado, 15, j'étais pas ado, mais on s'en suit une autre année, genre. Oui, en 2015, back in the days. Un jeu. Oui, quand tu crées ton uniforme puis tu crées ton ton stade, là, puis tu fais des couleurs qui ont accouché dehors, là. Fait que t'as les Washington, c'est ça qu'ils font. Ils sont rendus le Washington Football Team. Puis au Canada aussi, on avait. Puis là, t'as les Eskimos de Edmonton qui en ce moment n'ont pas de nom parce qu'ils ont toujours pas annoncé. C'est les II. Les II. Mais. On sait tout que c'était parce que c'était les Edmonton Eskimos, mais là, comme. Ils vont changer de nom, on va voir. Puis ça, il faut souligner, ça fait partie autant pour l'équipe de Washington que pour l'équipe d'Edmonton. Ça fait partie d'un mouvement un peu plus large, là. Qui a commencé, ça fait déjà quelques années, là. C'est des peuples autochtones qui demandent à ce que des noms irrespectueux soient retirés. Là. Fait que, on pense aux Redskins, hein? Les Redskins, peau rouge directement, c'est très péjoratif comme nom. Eskimo qui veut dire, si je me trompe pas, mangeur de viande crue, ce qui est aussi une façon péjorative de parler des Autochtones, surtout des Inuits. Mais avant ça, t'avais eu les Indians de Cleveland là, qui ont pas changé de nom mais qui ont au moins changé le logo parce que c'était une caricature. Le logo était horrible. C'était horrible. Là, le logo était horrible. Je suis pas autochtone puis ça m'insultait. Je veux dire, c'était une caricature péjorative, irrespectueuse complètement. C'était dans le long, peut-être pour les gens qui connaissent moins le sport, là, mais c'est une référence en termes de logo tout à fait différent. L'ancien logo de Banania. C'est dans cette optique-là de juste être insultant puis péjoratif envers une minorité. Puis, ça apporte rien de plus. Il y a des façons de le faire qui sont légitimes. Je pense aux Canucks de Vancouver, pas leur nom, mais leur logo. Leur logo, c'est de l'art autochtone. Je sais pas si tu le savais. Ben oui, j'ai déjà voulu faire ce tatou. Ben c'est ça, mais c'est le logo. Encore débat de voir si c'est correct que moi je le fasse. C'est ça. La réponse, c'est correct, mais. Tu sais, le logo, c'est de l'art autochtone, puis ça a été fait en respect de. Tu sais, ils ont consulté les peuples autochtones. Ça me semble que ça a été mené par, comme ça a été design avec leur collaboration. En collaboration avec les peuples autochtones pour le mettre de l'avant. Je pense qu'il y a des façons que tu peux savoir des noms. À l'effigie autochtone ou des designs à l'effigie autochtone, mais qui c'est fait dans le respect et dans un contexte précis. Il faut que j'arrête de taper, je me fais aviser par m'excuse. Mais mettons, je pense à ça. Intéressant, Jolin Tutu, ancien joueur de la Ligue nationale qui est Inuit. Il est à la retraite maintenant, si je ne m'abuse, ou c'est un joueur de 4e trio, un joueur d'énergie tout au long de sa carrière. Et Tutu a écrit un article, oui c'est un beau nom, Tutu, mais il a parlé, c'est un très beau nom, il a parlé des noms du club des Eskimos en tant qu'Inuit lui-même, et il disait que le mot Eskimo ne veut pas forcément dire insultant pour leur communauté, de ce qu'il expliquait. Qu'il peut d'abord comprendre que ça peut être offensant parce que le contexte est important. Si tu utilises le terme Eskimo pour insulter, pour être péjoratif, on sent ce sens-là. Et là, c'est négatif. Mais le mot Eskimo, pour certains membres de la communauté Inuit, veut aussi dire de la fierté de combattre des conditions absolument difficiles que le peuple inuit doit vivre avec dans le Grand Nord canadien, mais de quand même survivre et de thrive et de pouvoir pousser comme société, de maintenir leur culture et leur façon de vivre malgré des conditions, températures très difficiles. Et donc, ça peut être une façon d'honorer aussi, si tu l'utilises dans un bon contexte et des beaux propos. Ce qui mène à une autre diction, les Blackhawks de Chicago.
Oui. Les Blackhawks de Chicago. Eux ont refusé de changer leur nom. Exact. Mais leur explicatif est très bon. Oui. Ils ont dit, premièrement, le nom Blackhawk est associé à un certain groupe de combattants autochtones dans la région de l'Illinois. Et ce peuple-là, c'est pour les honorer. Et non seulement ça, les Blackhawks qui déjà faisaient des exercices par rapport à la sensibilisation des communautés autochtones et la réalité des communautés autochtones et aussi de faire des travaux avec certains groupes là-bas vont accentuer cet effort-là qu'ils ont annoncé. Je pense que la différence, c'est la distinction entre appropriation culturelle et appréciation culturelle. Exactement. Je pense que c'est ça la distinction énorme à faire. Puis pour essayer d'expliquer c'est quoi la distinction entre les deux concepts, parce que c'est excessivement important de comprendre la distinction entre les deux concepts, parce que c'est facile de se mélanger entre les deux. Mm-hmm. Quand tu fais de l'appropriation culturelle, c'est quand tu t'appropries des symboles d'une autre culture. Tu sais que ça peut être des symboles culinaires, mais des symboles imaginaires, du visuel par exemple, ou des noms, des lieux. L'appropriation culturelle, c'est que tu vas les utiliser sans te soucier d'où ça vient dans le but de faire du profit. Mm-hmm. L'appréciation culturelle, ça exclut pas que dans l'appréciation culturelle, tu peux faire du profit. Là. Les Blackhawks de Chicago, je veux dire, ils cherchent à faire du profit tous les jours. Ça reste une entreprise capitaliste, puis le modèle d'affaires des équipes de hockey ont besoin de faire du profit pour pouvoir payer des joueurs aussi, éventuellement. Mais ce qu'ils font, c'est ça, c'est qu'ils le font en collaboration avec les peuples dans le but de mettre de l'avant ce que ces peuples-là, et qu'est-ce qu'ils sont ces peuples-là, tu sais. Et pourquoi est-ce qu'ils veulent que cette image-là se reflète dans leur organisation? Tu sais, j'avais lu... l'appréciation culturelle. Oui, c'est ça, exactement. Que nous apprécions ces éléments-là de culture et nous voulons inculquer ça dans notre organisation parce qu'on pense que ça peut nous permettre d'être meilleurs. Oui, puis au hockey, tu sais, je veux dire, je pense, c'est cette semaine, j'ai lu, puis je pense que je l'ai partagé aussi sur la page de Radio Quarantaine, un dossier de Podium qui est une des tribunes de Radio-Canada, là, qui est un peu comme The Players Tribune qui se passe aux États-Unis, où c'est un média donc où les joueurs des différents sports écrivent et s'expriment sur des sujets politiques souvent ou très personnels d'autres fois. Mais là, c'était, dans le fond, ils interviewaient 6 autochtones pour savoir qu'est-ce qu'ils pensaient justement de l'utilisation de cette symbolique-là et tout ça. Puis il y avait un ancien chef de je ne sais plus quelle nation, c'est le premier, là, c'est le tout premier dans l'article, qui mentionnait ça, tu sais, je veux dire, les Blackhawks ou les Indians, ou, tu sais, ça reste des facteurs de fierté pour ces peuples-là, tu sais. Tu sais, il est comme, tu sais, moi, si je me promène dans ma communauté, ben, c'est sûr que je vais voir des jerseys des Blackhawks. C'est sûr que, tu sais, le logo des Indians a été repris pour une patate, là, tu sais, un casse-croûte. Mais tu sais, ils se le réapproprient ces trucs-là, puis c'est correct qu'ils fassent là parce que c'est une communauté autochtone qui le fait. Fait faut pas oublier que ça reste aussi une façon. Tu sais, si c'est bien fait, c'est un vecteur de fierté. C'est pour montrer que, regardez, nous autres aussi, on fait partie de cette gang-là, puis tout. Il y a un move qui a été fait aussi cette semaine par une équipe pas une équipe, mais une compagnie qui fait des jerseys, là, Pro-Am. Tu sais, en ce moment, chez les Oilers, il y a un joueur, Bear, qui est d'origine autochtone. Puis ils ont sorti un jersey avec son nom dans sa langue en cri. Écrit en cri, oui. Tu sais, puis ça, c'est son nom de famille, puis ça, c'est un beau geste, là. Tu sais, parce qu'il y en a, puis il faut leur faire de la place, là. Carey Price, au Canadien de Montréal, est autochtone, là. On en parle de par sa mère, oui. De par sa mère, on en parle excessivement peu. Sa mère qui est d'ailleurs une des chefs de son groupement autochtone en Colombie-Britannique. Là. Ah, ça, je savais même pas, tu vois. Moi, je savais qu'il était autochtone par sa mère. Mais c'est ça. C'était matriarcal, me semble, d'où la communauté dans laquelle appartient Price. Là, et sa mère était. Comme, tu sais, on en parle très peu, là, tu sais, on pourrait le mettre de l'avant, là, tu sais, Puis il faut pas oublier que, tu sais, certaines personnes trouvent que c'est très symbolique, les noms d'équipe. Tu sais, de changer le nom d'équipe, qu'est-ce que ça apporte et tout ça, là. C'est excessivement centralisateur dans l'identité de certains peuples, là. Ben, je pense que ça dépend tu parles de quelle équipe, là, tu sais. Ben oui, les Panthers de la Floride. Les Panthers de la Floride, on s'entend qu'on s'en fout, ils ont même pas de fans anyway à base. Tu sais, on s'en fout. Sauf quand les Canadiens jouent là à Noël. Oui, exactement. Les Chargers de Los Angeles, là, on s'en balance au foot, là. San Diego. Puis même, tu sais, je veux dire... Il n'y a aucun lien, à moins qu'il y ait une usine... Mais tu sais, juste le nom Chargers, tu sais, Chargers, ça veut
presque rien dire. Là. Tu sais, les Raiders de Oakland, c'est cool. Là. Non, c'est rendu les Raiders de Los Angeles. Les Raiders de Las Vegas. Les Raiders avaient un lien. La raison pour laquelle ils ont choisi Raiders, c'est que le Raider, qui est un pirate qui pillait partout où il venait, qui était agressif, et ça, c'est ce qu'ils ont voulu dans leur organisation. Mais il n'y a pas de... Mais ce que je veux dire, ça se traduit, il n'y a pas de lien à la ville. Il n'y a pas de lien de la communauté et tout, tu sais. Alors que si on prend d'autres équipes, là, par exemple le Canadien de Montréal, la raison pour laquelle ils se nomment Canadiens de Montréal, c'est qu'en 1909, quand ils les ont créés, quand ils se sont rassemblés, ben t'avais déjà des équipes anglophones de hockey à Montréal. Qui existaient, les Maroons, entre autres, les Wanderers qui existaient. Mais t'avais pas d'équipe pour les francophones qui, à l'époque, étaient les Canadiens. Ceux qu'on appelait les Canadiens à l'époque, c'est basically ce qu'on appelle maintenant des Franco-Canadiens ou des Québécois. Fait que, quand en créant l'équipe Les Canadiens, mais les gens se sont immédiatement attachés à l'équipe parce que c'était leur équipe. D'ailleurs, à la base, elle n'était exclusivement composée que de francophones. C'est arrivé un peu plus tard qu'il y a eu des anglophones. Puis, tu sais, fait que tu peux avoir au travers d'une équipe, même d'un nom d'équipe, quelque chose qui est excessivement rassembleur. Tu sais, caractéristique d'une identité finalement. Tu sais, puis c'est un peu l'inverse de... Tu sais, c'est un peu cette même logique avec les Redskins de Washington, par exemple, qui ne s'appelleront plus comme ça, ou les Eskimos d'Edmonton, jusqu'à ce qu'ils annoncent ce changement, c'est que t'avais une espèce d'esprit de communauté, tu sais, mais pas de la bonne façon. Non, c'est ça. C'est plus de l'appréciation culturelle. C'est ça, exactement. Parce que, puis les Washington Redskins, là, ça faisait des années qu'on en parlait, là, que c'était problématique. Là. Le propriétaire, c'était un peu un trou de cul, puis il voulait pas en entendre parler. Puis c'est seulement parce que il y a eu FedEx. C'est FedEx, un de leurs principaux commanditaires. Redskins, c'est eux qui ont le nom du stade. Exactement. Puis eux autres, ils ont menacé de retirer leur financement. Puis t'as 3 propriétaires qui ont menacé de vendre leur part, puis ils vont quand même vendre leur part. Parce qu'il était juste salé de dealer avec le gars. Exactement. Qui, à la base, est une gigodonte. Oui, c'est des histoires qui sont sorties là, encore plus. Oui, puis tu sais, je veux dire, c'est pas la seule histoire qui est sortie cette semaine, tu fais bien le mentionner, là, tu sais, je veux dire, abus sexuel, ben pas abus sexuel, mais... Il pimpait ses cheerleaders. Oui, c'est ça, tu sais, je veux dire, il poussait, il obligeait ses cheerleaders à coucher avec certains détenteurs de billets de saison. À être escorte, en fait. À être escorte en tenant leur passeport. Retenir leur passeport pour les inciter, les obliger à coucher avec des détenteurs de billets de saison, c'est complètement absurde, et organiser des parties avec le coach d'orgie, ou visiblement le consentement. Puis il allait dans des hôtels dans le sud, puis là, ben, les cheerleaders étaient pognés là, puis ils devaient faire tout ce qu'ils leur demandé. Puis la raison pour laquelle les cheerleaders allaient là, c'est que officiellement, c'était pour faire le calendrier... La session de photoshoot, là. Le photoshoot pour le calendrier des cheerleaders, tu sais. Fait que, tu sais, ils sont obligés d'y aller parce que ça fait partie de leur travail de faire ça. Mais le proprio, il en profitait, dans le fond, là, tu sais. Fait que le gars est vraiment problématique, là. Mais, au moins, bonne nouvelle, il va avoir un nouveau nom, puis il s'est fait pogner pour ces affaires-là. Fait comme, on va... la NFL est en train d'enquêter sur son sujet. À voir le futur nom des Redskins, mais si tu regardes même, on parle du contexte nord-américain du sport, mais le lien entre une communauté puis son club de sport ou son organisation sportive locale. Je pense que c'est dans le soccer que tu l'as le plus. Au soccer, là, pour donner un exemple concret dans la Ligue espagnole avec le club l'Athletic Bilbao. Le club de l'Athletic Bilbao, qui est donc dans le côté basque espagnol. On sait que la Basque, il y a le côté française au Pays Basque, puis il y a une région espagnole. Région qui, depuis longtemps, surtout en Espagne, va être autonome et se séparer du reste de l'Espagne, qui ont leur propre langue, leur propre culture. Le club d'Athletic Bilbao a une règle exclusive ils ne prennent que des Basques. Ils ne prennent que des joueurs basques, ça peut être des Basques français ou des Basques espagnols, mais il faut être basque pour pouvoir jouer pour l'Athletic Bilbao. C'est une culture qui fait que c'est une organisation qui va évidemment avoir moins de chances que les Real Madrid de ce monde ou les Barcelone. Oui, parce que t'es très dépendant de ton talent local. Tu limites ton pool de talents accessibles, donc de facto, tu diminues tes chances de gagner. Si c'est accompagné d'une bonne stratégie gouvernementale de financement du sport puis de financement des infrastructures sportives, ça peut par contre être très efficace. Ouais, ça peut être très efficace. Mais on voit ce lien-là. Et le lien entre la politique et le club, tu avais raison de le dire, Adrien, là, dans le foot est vraiment plus fort.
Non, mais autant... tu parles de Bilbao, l'Athletic de Bilbao, mais si on parle de Barcelone, Ouais, t'as le FC Barcelone, puis t'as l'Espagnol de Barcelone. Le club Barcelone qui représente le club des souverainistes catalans. Le FC Barcelone, c'est les Catalans souverainistes nationalistes. Puis l'Espagnol, c'est ceux qui sont pro, c'est le club fédéraliste, c'est pas une fédération, mais le pro-Espagne. Pro-gouvernement central. Tu l'as avec le Real versus l'Atlético Madrid aussi, l'Atlético Madrid, là, le Real, c'est le club de la... C'est pas un système fédéral, l'Espagne, en pensant? Non. C'est pas des systèmes de... C'est comme l'Angleterre. C'est un gouvernement central qui a délégué des pouvoirs à des régions. Il n'y a pas une constitution qui accorde des pouvoirs. C'est pas comme le Canada ou les États-Unis. C'est comme le gouvernement du Québec et les municipalités, dans le fond. Ouais, exactement. C'est exactement ça. Tu sais, le Canada, je veux dire, les provinces sont prévues dans la Constitution. Là, t'as l'Ontario, t'as le Québec, même que le Québec et l'Ontario ont des constitutions dans la Constitution canadienne. Aux États-Unis, les 50 États, c'est prévu dans la Constitution. En Espagne, le fait que la Catalogne soit une région autonome ou que les Pays-Bas soient une région autonome, c'est pas prévu dans la Constitution. C'est une loi qui a été votée au Parlement espagnol pour accorder plus d'autonomie à ces régions-là. Exactement la même chose que Londres a fait par rapport au Pays de Galles, l'Irlande du Nord et l'Écosse. Leur donner parce qu'ils sont comme... Il y a des particularités régionales, ça va nous permettre de gérer ces terrains-là de façon plus proche, de façon décentralisée un peu. Là. Fait que c'est ça. Fait. Pour revenir à ce qu'on disait, c'est ça, c'est comme le club de sport, ça fait partie de l'identité nationale. Le nom est important aussi. Là. C'est pas pour rien que l'Espagnol de Barcelone s'appelle l'Espagnol. C'est une revendication politique qu'il s'appelle l'Espagnol. Tu l'as au soccer anglais. Je veux dire, toi, t'es un fan d'Arsenal. La raison pour laquelle Arsenal s'appelle Arsenal, c'est parce qu'à la base, c'est les travailleurs de l'Arsenal de Londres qui ont formé le club. Tu sais, on le voit, il y a une excellente émission sur Netflix là, qui s'appelle The English Game, qui en parle excessivement. La professionnalisation. La professionnalisation. On avait déjà parlé d'ailleurs. Oui, je pense qu'on avait parlé. Si vous ne l'avez pas encore regardé, écoutez cette émission-là, c'est le fun. Une nouvelle saison qui s'en vient, qu'on nous a dit, qu'on va s'intéresser peut-être à d'autres sports ou à d'autres moments du sport anglais. Ah, ça, je pourrais. Je pense qu'il y avait un moment qui allait parler de peut-être ça allait pousser vers d'autres vagues, la création de la Premier League en soi. Puisque ça n'a pas toujours été la Premier League, c'est la Ligue anglaise, mais c'est depuis le début des années 90 qu'on parle de Premier League, donc qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi ils ont pris ça. Puis t'as des sports qui sont très locaux, hein. T'sais, on a commencé à regarder une série là, qui s'appelle... comment ça s'appelle? Local Game. Local Game, des choses comme ça. Même, Home Games ou... Sport, en français, c'est sport d'ailleurs, je me souviens du tout en français. En français. Tu sais, il y a un sport à Florence qui est complètement flyé, mais l'identité des quartiers est excessivement forte. C'est un sport qui est enraciné chez les gens. Oui, que ça fait genre 500 ans qu'ils font. Complètement absurde comme sport. Mais... Rapidement, pour expliquer aux gens à la maison, la meilleure façon de vous imaginer c'est quoi le sport, je vous dirais que c'est imaginer le football américain, le football australien et le rugby. Puis des voies de fait continuelles. Puis ajoute à ça la UFC. Ouais, c'est ça. Parce que les gens, la moitié, non, c'est plus que la moitié. T'as comme 6 joueurs que leur rôle c'est de faire bouger le ballon, puis t'as 10 joueurs que leur rôle c'est de se battre avec l'adversaire. Ben, comme dans le football où t'as l'art de bloquer, parce que si t'as ton coéquipier qui a le ballon, les autres vont essayer de lui trouver un chemin, de bloquer les adversaires. Forcer un chemin si nécessaire. Pour que son coéquipier ait un chemin. Ben là, c'est au lieu de juste bloquer, il n'y a pas de règles. Tu peux faire ce que tu veux à la personne pour l'empêcher de te rendre à ton coéquipier. D'où le tabasser, faire une prise, mettre à terre, garder sur le sol, pour que ton coéquipier puisse passer. Donc c'est vraiment absurde. Les joueurs de ce sport-là, il y a 4 équipes de sport, ils jouent 2 matchs par année. Tu sais. Les équipes ils ont des noms super faciles, rouge, blanc, bleu, puis vert, si je me trompe pas. Jaune. Puis chacune des équipes représente un quartier historique de Florence. Et tu ne peux pas changer l'équipe. C'est-à-dire que le quartier dans lequel tu nais, mettons tu nais dans le quartier rouge, tu joues pour les rouges pour toi. Même si tu déménages dans le quartier blanc, même si tu déménages à l'extérieur de Florence, si tu joues à ce jeu-là, pour le restant de tes jours, tu vas jouer pour le quartier rouge. Fait que, tu sais, l'attachement territorial, l'attachement communautaire par les équipes de sport, l'attachement par la ville, c'est quelque chose qui est réel. C'est important que le nom des équipes sportives reflète cet attachement-là, mais aussi qu'il soit respectueux. Tu sais, il y a tellement d'exemples de liens entre le sport et l'attachement
pouvoir à une ville ou une nation. On a qu'à penser à Nelson Mandela puis la Coupe du monde du rugby en 1995 avec le film qui a été représenté dans le film Invictus. Mais Mandela arrive au pouvoir, c'est la première fois que nous avons un président noir depuis l'instauration du régime apartheid en Afrique du Sud. Là, les Noirs en Afrique du Sud représentaient la grosse majorité, donc les gens s'attendaient à ce que finalement let's go, on va faire un président qui va finalement comme mener les Noirs et qui va repousser la domination encore une fois, je m'excuse de la production, les personnes blanches, les Afrikaans qui étaient en Afrique du Sud. Et Mandela arrive et lui, il se dit, non, mon but n'est pas de maintenir ce clivage-là, mais d'essayer de unir mon peuple, unir mon pays, d'aller de l'avant avec les Noirs, les Blancs, qui sont en Afrique du Sud, les Indiens, parce qu'il y a eu une grosse communauté indienne en Afrique du Sud, les 3 grosses communautés majoritaires, de travailler ensemble pour aller plus loin. Faut pas oublier non plus le contexte économique de l'époque où les Blancs étaient peut-être la minorité, mais dominaient le secteur économique de l'Afrique du Sud. Et l'Afrique du Sud est un des exemples de powerhouse économique de l'Afrique. Donc, Mandela s'est dit, pour reconstruire mon pays, faut pas aller dans la confrontation. Non, mais il faut aller dans l'union. Dans l'union. Et lui s'est dit, en Afrique du Sud, le rugby est un sport national, mais c'est surtout le sport des Blancs en Afrique du Sud. Le sport des Noirs en Afrique du Sud, des locaux en Afrique du Sud, c'est le soccer. C'est surtout ça qu'eux, ils vont jouer. Mais Mandela veut pas, a tout fait pour que l'Afrique du Sud soit le pays hôte de la Coupe du Monde, a financé ça, a aidé l'équipe d'Afrique du Sud et a encouragé l'équipe d'Afrique du Sud. Dans le film, on voit la relation que Mandela a avec le capitaine qui est interprété par Matt Damon. Bravo à Matt Damon pour l'accent africain, ça, il l'a très bien fait. Oui. C'est un accent très difficile, ça a dû prendre un coach puis des mois de pratique, mais il l'a très bien fait, l'accent africain. Et cette relation-là est représentée dans la volonté de pousser son pays à être meilleur et de reconstruire de nouveau. Mettons le cauchemar de l'apartheid dans le passé et reconstruisons un État ensemble. Et c'est à travers le sport que poussé ce message-là, à travers aussi un athlète de l'équipe de l'Afrique du Sud qui était noir aussi, puis qui était très rare, parce que c'était pas un sport qui était pratiqué. Parce que c'était un sport de blanc. Par les noirs, en Afrique du Sud du moins. Et donc, le sport a un pouvoir politique énorme. Ouais, n'en déplaise à tous les gens qui pètent un câble à chaque fois qu'un athlète dit quelque chose de politique. Là. Ouais, Colin Kaepernick qui met son genou à terre. Tu sais, je veux dire, le sport et la politique de tout temps ont été intimement liés. Tu sais, les Jeux olympiques en Grèce antique servaient entre autres à régler des conflits entre des États. Là. Tu sais, fait que c'est pas récent que les deux sont liés, puis t'as raison de le mentionner, tu sais, on n'a même pas besoin d'aller jusqu'en Afrique du Sud pour le voir, là, tu sais, je veux dire, la rivalité Québec-Montréal était politique aussi, là, la rivalité Montréal-Toronto, elle est politique aussi, là, tu sais, c'est même chose avec les équipes de New York. Montréal-Ottawa, techniquement, géographiquement, Ottawa est plus près de Montréal. Il y a une rivalité qui a commencé par un moment parce qu'il y avait un moment où on avait joué comme 2-3 ans de suite en série. Oui, c'est ça. Il y avait une petite affaire d'énervement qui commençait, mais la rivalité entre Montréal-Toronto est bien plus grande qu'entre Montréal et Ottawa. Parce que un Montréalais haït pas Ottawa. Un Montréalais va juste dire Ottawa est plate. Mais il va jamais dire haït Ottawa. Non. Un Montréalais risque de dire j'haïs Toronto. Ouais, j'aime pas Toronto. D'ailleurs, moi je suis Montréalais puis je dis. Moi j'aime bien Toronto. J'ai été à Toronto pour la première fois il y a un an et demi à peu près. Là. J'avoue que c'est fort. Je trouve que les gens sont nice. J'ai jamais eu de problème avec les gens de Toronto. Belle ville. Très belle ville esthétiquement. Mais si tu portes un jersey de Toronto par contre, là t'es mon ennemi. Non, mais moi ce que j'ai pas aimé de Toronto comparativement à Montréal, c'est que Toronto, j'avais constamment un vibe de mini New York. Ouais, il essaie d'être quelque chose d'autre pour vrai. On essaie d'être New York, mais on n'est pas aussi gros que New York parce que nobody will be as big as New York. C'est the Big Apple, c'est la métropole de l'Amérique du Nord. L'entièreté de la population du Québec entre sur l'île de Manhattan pour aller travailler en temps normal tous les matins. Ça, c'est en 2008. Okay. Fait comme... C'était très beau, t'avais des belles tours, des belles choses à visiter, des beaux musées aussi. Il y a des beaux musées à Toronto. Il y a un beau centre culturel à Toronto, mais ça manquait son propre flavor. Et c'est ça que je reprochais à Toronto, et c'est tout ce que j'adore de Montréal. C'est que Montréal est une espèce de fourre-tout européen, nord-américain, toutes les communautés immigrantes, toutes les différentes vagues d'immigration que le Québec et Montréal ont connues
est venu contribuer à la culture. T'as le français, t'as l'anglais, t'as les Irlandais qui sont venus, les Écossais sont venus, les Italiens, les Portugais, les Libanais par la suite. Il y a eu différentes communautés de vagues d'immigration, les Haïtiennes, les Haïtiens, les Vietnamiens, les différentes vagues d'immigration qui sont arrivées, qui sont venues contribuer à la richesse de la culture montréalaise. Toronto aussi, d'ailleurs, est un spot d'immigration. Parce que Toronto est probablement une des villes les plus multiethniques sur la planète. Mais j'ai l'impression que Montréal est différent dans son architecture, dans sa vibe, dans sa façon de vivre. Si tu peux trouver ta plaisance du style de vie européen tout en ayant ta plaisance de style de vie nord-américain. Mais c'est pas pour rien qu'il y a autant d'Européens qui viennent à Montréal puis qui s'établissent à Montréal de façon, tu sais, sur le long terme. C'est qu'ils retrouvent un peu de l'Europe à Montréal. Puis tu sais, moi j'ai fait un échange étudiant en Belgique back in the days. Puis c'est vrai, quand j'étais à Bruxelles, quand j'étais à Londres, quand j'étais, peu importe, à Amsterdam, tu sais, je voyais des trucs qui me rappelaient Montréal constamment, mais tu sais, ça me... demande ce que tu faisais à Amsterdam. Je me demande moi aussi, tu sais. Des très beaux musées. Il y a des beaux moulins. Il y a des très beaux musées, là, le musée... Ouais. Des vélos. Il y a des vélos. Le canal. Il y a des belles choses à visiter. Il y a des plantes aussi. Il y a des belles plantes aussi. C'est Heineken ou Carlsberg qui est dans C'est Heineken qui est dans parce que Carlsberg, c'est... Leur bière est dégueulasse. FYI, leur usine est nice, leur bière est dégueulasse. Dégueulasse pour elle. Heineken... En fait, elle est pas pire en Europe. Le producteur est pas bon avec nous. Il est pas d'accord avec nous. Non, mais c'est vrai que la Heineken en Europe est pas pire. La Heineken ici est absolument dégueulasse. Je sais pas si c'est pas la même recette, là, mais comme Amsterdam, j'ai vu de la Heineken, c'est pas pire. Mais en même temps, entre une Carlsberg puis une Heineken... Les deux sont dégueulasses. Non, mais tu prends laquelle entre les deux? Je m'en fous, les deux sont dégueulasses. Moi, je prends une Heineken over une Carlsberg. Je prends la caisse de bière que t'as à côté. Ben, la moins chère entre les deux, en fait. Mais... Ouais. En termes de bière importée aussi, sinon il y a les micros au Québec, puis je pense qu'on va encourager le local là, au Québec. Mais c'est parce que micros. C'est l'équivalent de. Tu sais, nous autres, on voit Heineken puis Carlsberg comme des bières importées, mais tu sais, moi quand j'étais. Pour eux, c'est leur PAPS là-bas. Mais quand j'ai dit ça que j'allais dire, quand j'étais en Belgique, là, la bière importée, c'était la Molson X, là. Ouais, c'est une question de perspective. C'est une question de perspective. Mais moi, en termes de. Si je dois boire une importée, l'été, ça va être une Modelo. Qui est une version d'une Corona mais meilleure à mon goût. Ouais, mexicaine. Qui est mexicaine aussi, mais que je trouve personnellement meilleure que la Corona. Ouais, c'est meilleur qu'une Corona. Donc, qui montre la preuve irréfutable que Corona monte avec leur Cerveza Masculina de Mexico. C'est pas vrai? La Modelo. Modelo est meilleur. C'est subjectif. En termes, je veux dire, en termes de bière importée, il y a d'autres choix, là, que Heineken et Carlsberg à mon goût. Tant qu'à payer. La 1664, la 1664 blanche. Tant qu'à payer un prix d'importé, je vais goûter quelque chose que je trouve meilleur que Heineken, Carlsberg. Honnêtement, là, je boirais une Pabst avant de boire ça. Ouais, je suis peut-être trop intense. Une Rolling Rock. Une Rolling Rock. Rolling Rock, c'est soit meilleur. Mais j'aime pas. Newcastle. J'aime pas le goût. J'aime pas le goût de la Heineken, j'aime pas le goût de la Carlsberg. Non. C'est drôle que dans 3 ans, on soit commandité par un des deux. J'ai rarement rencontré quelqu'un qui a aimé une Heineken au Carlsberg ici en plus. Ici, notre producteur nous fait des oh, moi j'aime bien. T'aimes ça? En vrai, la Carlsberg, je la trouve très bonne. La Heineken, je vois pas trop de différence. C'est vrai que celle en Europe, elle a une certaine saveur, tu vois. Oui, elle a un goût différent, je suis pas fou, là. Genre, je voyais vraiment qu'il y avait un goût différent. Oui, il y a un goût différent. Fait que là, nouveauté aussi, hein, parce que là, on est filmé aujourd'hui. Fait que nouveauté pour les gens qui nous écoutent, c'est qu'ils viennent d'entendre la voix d'Alex. Non, il a déjà parlé dans un épisode préalable. Comment t'avais intervenu? Jamais, non? C'est la première fois. Fait que là, ils entendent pour la première fois la voix d'Alex. Et Alex est là, ben, tu sais, officiellement, peut-être. On peut augmenter les. Un jour, peut-être, les gens verront son visage. Espérons-le. Très beau visage, Alex. On va le voir. Alex, mais pour revenir sur le sujet principal qui était le nom des équipes sportives puis la place politique un peu des équipes sportives, tu sais, je veux dire, c'est énorme, là. Tu sais, le Canadien de Montréal, à chaque année, ça reste un des sujets les plus traités par les médias au Québec, là. Puis c'est comme ça. Combien de pages de la presse de Montréal sont mais c'est comme ça dans toutes les municipalités. Tu sais, je veux dire, tu vas à Washington, D.C., puis ils en parlent des Washington Football Team à côté. Puis tu vas à Seattle, puis tu sais, une des difficultés que les Kraken vont avoir, c'est qu'à Seattle, t'as déjà des équipes sportives qui sont bien implantées. Là. T'as les Seahawks. T'as pas une équipe les Sounders, là, la les Sounders, mais t'as pas une équipe de la MLB aussi dans ce coin-là? Oui, les Mariners. Les Mariners qui sont implantés aussi. Mais les Mariners qui vont un peu moins bien. Il y avait un moment où ils allaient super bien grâce à Ichiro Suzuki. C'est son nom, Ichiro... Je m'y connais absolument pas en baseball. J'oublie peut-être son nom de famille, me semble. Ichiro, c'est son prénom, mais je me rappelle plus de son nom de famille. Un ancien All-Star là, de l'équipe des Mariners qui venait du Japon, qui était comme la vedette
de Seattle, là. Depuis Seattle, moi, les Seahawks qui sont très compétitifs année après année, une organisation. Gros échange cette semaine, là. Une organisation tellement bien gérée. Là, quand tu passes on parlait des Redskins tantôt de gérer en broche à foin. Eux autres, c'est les Redskins, les Washington Football Team, faut que je m'invite à dire ça. C'est l'exemple dans la NFL de l'équipe la moins bien gérée. C'est l'équivalent des sénateurs d'Ottawa ou des Coyotes de Phoenix. Dans la NFL, je suis fan des Cowboys, donc ils sont dans la même division que le Washington Football Team, et je le sais à quel point année après année sont une joke. Ils sont derniers de la division année après année. Ils sont pourris, aucune chance de faire des séries. Puis à l'autre extrême, t'as les Seahawks. Ouais. Puis t'as quelques autres équipes. Année après année. T'as quelques autres équipes au football là, qui sont compétitifs année après année. Là. C'est rare que je. J'arrête de taper, Alex, je suis en train de te rendre fou, je m'excuse. C'est rare que je vais donner un compliment aux Patriots, mais les Patriots sont bien gérés. Oui, oui, objectivement. Belichick, c'est probablement un des meilleurs coachs. Je l'aime pas. Pour moi, c'est un tricheur, mais comme c'est autre chose. Puis en plus, moi je prends pour les Colts. Fait que la rivalité Peyton Manning, Tom Brady était énorme dans le temps. Je vais donner la perspective d'un joueur. Je sais que tu hates sur Belichick, et je hate sur lui aussi, t'inquiète pas, mais là-dessus, c'est pas pour ça que je le hate. Moi, je le hate juste parce qu'il me fait chier, il gagne tout le temps. Mais, pis il est trop bon pis ça me gosse. Mais, si j'ai joué au football, pis genre, je me mets à la place d'un joueur dans le vestiaire des Patriots. Puis oui, on dit triche, on dit ça, mais je suis comme, pour moi, c'est un coach qui veut gagner. Ouais, il est prêt à tout pour gagner. Et ça, c'est l'attitude que je veux de mon coach. Parce qu'il veut cette attitude de moi. Semblerait que Belichick, un coach qui est probablement un des meilleurs coachs de la NFL en ce moment au foot, là. Tu sais, il est pas nécessairement, c'est pas tous les joueurs qui aiment ce style de coach non plus, là. Tu sais, il y a l'air très difficile, là. Tu peux pas plaire à tout le monde. Tu sais, Gronkowski là, qui a pris sa retraite pendant un an, puis là qui revient pour aller jouer avec les Buccaneers parce que Tom Brady est rendu aux Buccaneers. Ça montre un peu que la raison pour laquelle il a pris sa retraite à la base, c'était peut-être parce qu'il était tanné de jouer pour Bill Belichick. Tu sais. Je pense qu'il y a beaucoup de grands coachs dans le passé qui ont eu des liens difficiles avec sa retraite. Scotty Bowman était absolument détesté. Un des coachs les plus. Probablement le meilleur coach qui a existé dans la Ligue nationale de hockey. Scotty Bowman, il a gagné 11 coupes Stanley. Il y a même plus de doigts pour ses bagues. Je veux dire, il demandait des conseils à Henri Richard pour savoir où mettre les bagues et la coupe Stanley. Le coach qui a gagné le plus de coupes Stanley dans l'histoire des nationales, Barnum, c'est Scotty Bowman, et il a été à différentes organisations. Il était excellent avec le Canadien, il était excellent avec les Red Wings, il était excellent avec Pittsburgh. Il a excellé partout, il est allé dans les nationales. Il a coaché les plus grandes vedettes que le sport ait jamais produit. Mais effectivement était personnellement détesté ou haï par plusieurs de ses joueurs. Ouais, Babcock mais Babcock, il était, tu sais, comme c'est ça la différence, c'est mettons Michel Therrien est un autre coach qui était détesté il est pas aimé par les joueurs. D'ailleurs, récemment, Andrew Shaw, ancien joueur du Canadien, est sorti pour dire à quel point il trouvait ça pourri d'être coaché par Michel Therrien. Il a fait des jokes là-dessus de quel point il était mauvais. Mais Michel Therrien, c'est rendu une blague. Paul Bissonnette, qui est un gars... C'est pas Michel Therrien qui était coach des Penguins de Pittsburgh, puis comme ce qu'il faisait pour pas menacer les joueurs, punir les joueurs, c'était comme leur retirer l'accès au buffet, genre. À la station omelette. Les joueurs adoraient la station d'omelette avant les pratiques, fait que je vais vous enlever la station d'omelette. Paul Bissonnette, ancien joueur des Penguins et de la Ligue nationale, qui est maintenant un podcaster de sport. On le salue. Paul, if you ever wanna come. Paul Bissonnette avait déjà dit dans un épisode de podcast à quel point il racontait cette histoire-là, à quel point il trouvait ça genre stupide et drôle qu'un coach fasse ça. C'est des adultes, là, c'est pas des kids de pee-wee, des joueurs de la Ligue nationale. C'est des gars qui ont généralement entre 20 et 38 ans. Ouais, 35-38. Tu sais, je veux dire, c'est pas des enfants, c'est des adultes qui travaillent, c'est des employés de l'organisation. Puis est-ce que tu verrais ça dans une compagnie ça existe des compagnies qui servent des trucs à manger à leurs employés comme une cafétéria. Juste le fait d'avoir le café fourni là. Passons à Google qui a dans leur siège social beaucoup de services de café ou de restauration pour leurs employés pour leur faire sentir. Vous êtes pas performant, on vous retire l'accès. On vous retire l'accès à de la c'est quoi ça? C'est quoi cette façon de gérer les employés? Puis c'est comme complètement absurde. Ça, pour moi, je les prends comme ça, c'est stupide, y a pas de but, puis en plus, Michel Therrien était pourri comme coach, on a vu avec les Canadiens à 2 reprises. Fait qu'il y a pas aucun avantage. Mais, il peut y avoir dans la façon de coacher, cette façon de motiver son athlète à ce qu'il se surpasse, se dépasse.
J'apporte une bémol à ce que je disais à Scotty. On a dévié par rapport au studio des clubs, mais c'est pas grave. Complètement. J'apporte une bémol à ce que je disais sur Scotty Bowman. Je pense que Scotty Bowman en 2020 n'aurait pas de succès avec sa façon de Non, mais John Tortorella, il a fallu qu'il change. Ouais, il y a des façons il de était coacher il était trop violent, entre guillemets, exact. pour les joueurs. Les joueurs ne se motivent plus de la même Il a façon. fallu qu'il change parce que sinon il allait plus avoir de job. Puis il a changé, puis John Tortorella, ça fonctionne en ce moment. L'art d'un coach, c'est de chercher le meilleur de chacun de ses joueurs. Ouais. Et la vérité, c'est que chaque joueur a une façon différente d'être motivé ou d'être excellé. Pas tout le monde a la même recette pour être motivé ou inciter à se donner plus de soi-même. Et c'est l'art du coaching en 2020. T'as des joueurs qui sont difficiles à savoir comment, là. T'as des joueurs qui ont besoin d'une tape sur le dos. T'as des joueurs qui ont besoin d'être engueulés. T'as des joueurs qui ont besoin d'une carotte au bout du bâton. T'as des joueurs qui ont besoin de se faire donner de la corde, de let him loose. Et je pense, par exemple, à Piquet Subban. Piquet Subban, qui a beaucoup joué sous Michel Therrien au Canadien, a été très mal géré par le Canadien parce que, et on l'a vu, des articles sont sortis de Hal Gilk, un ex-coéquipier qui parlait de Piquet Subban. Josh Georges, ancien coéquipier aussi, parlait de Piquet Subban, puis comment eux, ils étaient avec lui dans le vestiaire. C'est autant que t'avais la job que Georges et Gilk faisaient, qui donc deux vétérans dans deux défenseurs défensifs, disait à Subban, il savait que pour que Piquet soit à son meilleur, faut que Piquet soit déchaîné. Faut que Piquet soit loose, cocky, un peu genre out il there. prenait l'exemple d'une game contre une série contre Pittsburgh, puis mais c'est une game en particulier où il était carrément, il avait dit à Sidney Crosby, genre quelque chose comme tu vas rien faire aujourd'hui. Tout ce que j'ai fait, c'est pour que aujourd'hui je te shut down et je t'empêche. This is why I play hockey. Si tu reprends la partie, c'est effectivement ce qui s'est passé. Et ça peut sonner arrogant, puis surtout, il faut le mettre en contexte, Subban était relativement très jeune. Je pense que c'était sa deuxième saison dans la Ligue nationale complète. Il était encore très jeune. C'était comparé à le meilleur joueur de la Ligue à ce moment-là. C'est cocky, ça peut sonner arrogant, ça peut sonner comme qu'est-ce que tu fais? T'es-tu en train de réveiller l'ours de l'autre bord de Sidney Crosby? Tu penses pas que tu veux réveiller cet ours-là? Genre, j'aurais peut-être pas dit ça à Alexander Ovechkin, mettons. Ouais, c'est ça dépend. Parce que Alexander Ovechkin va se faire un devoir de montrer que t'avais tort. C'est sûr que Crosby a dû dire, c'est qui ce gars-là? D'où tu sors à me dire, à moi, le meilleur joueur de la Ligue, tu vas me shut down? Je vais rien faire. T'es qui, toi? Tourne-toi. C'est sûr qu'il y a un peu de ça du côté de Crosby, mais dans le sens où, moi, je suis un coéquipier de Subban, puis j'entends ça, je suis comme, let's go. Moi, je veux me battre à côté de toi. Puis c'est Georges Pergis qui disait, c'est quand Piquet était comme ça, tout ce qu'on faisait dire, c'était comme Piquet, oublie pas que tu peux pas nous laisser tout à fait. Tu peux pas juste suivre Piquet sur Crosby partout sur la glace. C'est ça, tu peux pas le suivre partout sur la glace. Laisse-le, quand il vient dans ta zone, go, de lui. Mais c'est pas comme ça qu'on joue au hockey. Faut pas que tu crées des revirements de situation des 2 contre 1 parce que tu t'es laissé. Michel Therrien, en contrepartie, avait tendance à donner une laisse excessivement courte à Piquet, là. Tu sais, il lui donnait pas de jeu, il fallait qu'il reste dans son game plan puis tout ça, puis Piquet c'était pas ce type de joueur là. C'est un joueur qui a besoin de s'exprimer sur la glace, de prendre la place, puis ça va à l'encontre de la philosophie du Canadien de Montréal sur un paquet d'affaires, parce que le Canadien de Montréal adore. Pas d'accord, mais historiquement je suis pas d'accord. Regarde, mais récemment, récemment dans l'histoire du Canadien, parce que des vedettes qui avaient parce que récemment le modèle de joueur, Maurice Richard, ça c'était des personnes qui avaient des grosses personnalités là, des grosses personnalités. Mais tu sais, le modèle de joueur que le Canadien de Montréal aime en ce moment, c'est des Sakou Koivu. Même Sakou Koivu avait de l'attitude. Oui, mais il était calme, il était pas flamboyant, non, il était pas... tu sais, Maurice Richard était plus flamboyant, puis il était quand même humble à ce moment-là. Piquet Subban n'est que flamboyant, Dans tout ce qu'il fait, il est flamboyant. Tu sais, c'est l'équivalent, j'allais dire Cristiano Ronaldo, mais même Cristiano Ronaldo, je pense qu'il est pas aussi flamboyant que Piquet Subban. Piquet Subban il fit parfaitement pour la NBA. Tu sais, Piquet Subban, c'est un joueur de hockey là, que tu le mettrais dans une équipe de la NBA, puis il adorerait ça parce qu'il se mettrait de l'avant. Ben, la NBA, c'est différent. La NBA, c'est un athlete-driven league. Oui, c'est pas un club-driven league. Tu sais, je veux dire, pense au gros trio qui s'est formé à Miami Heat entre LeBron James, Dwayne Wade puis Chris Bosh. Ces 3 gars-là étaient des vedettes qui avaient joué ensemble avec l'équipe olympique américaine. Ils se sont parlés aux Olympiques puis ont décidé on va tout 3 ans d'avance, on va se mettre ensemble. Puis le Heat, tu sais, ils négociaient avec les clubs. C'était comme, les 3, ok, les Knicks de New York sont intéressés, le Heat de Miami est intéressé. Puis les 3 ils en train de négocier leur contrat comme ils voulaient. Puis c'était un package deal. Là. Tu peux pas signer un des 3. Il l'avait dit. Tu sais, c'était l'affaire de... c'était la nature du sport aussi, là.
La NBA est un sport où tu tiens le ballon dans tes mains, fait que l'athlète a plus de contrôle sur ce qui se passe, versus le hockey où c'est des déviations, des poteaux, des bâtons, des crocs, des cracks sur la glace, pardon. T'as un facteur comme différent de contrôle dans la nature du sport dans le basket. Mais tu sais, si on prend le football américain, tu sais, je veux dire, qui est aussi un... Tu sais, qui est très, très, très basé sur l'équipe, tu sais, je veux dire, oui, c'est cool que t'aies, tu sais, Patrick Mahomes, mais si ta défense est vraiment pas bonne, ouais, tu sais, ça, peut-être qu'il aurait 36 points, mais tu vas en accorder 42, tu sais. C'est ça, tu sais, c'est cool, là, mais tu sais, fait que t'as ces vedettes-là qui sont fortes, là, tu sais, Patrick Mahomes en est un exemple, mais... Tu sais, il y a une couple d'années, là, Chad Ochocinco, là, tu sais, je veux dire, c'est exubérant comme ça se peut pas. T'en as eu plein, là, Jerry Rice, Ed Reed, Troy Polamalu, comme t'en as eu plein des joueurs qui sont super extravagants, flamboyants. Polamalu, t'es pas flamboyant, t'es très calme. Ah, mais il était quand même extravagant. Dans ses cheveux. Oui, mais... Puis il prenait de la place, puis il était un peu flyé en entrevue, tu sais. Tu sais, au hockey, t'en as quelques-uns, là. Tu sais, t'as Mr. Universe, par exemple, qui est juste flyé en entrevue. C'est qui Brice Galop, ça, là? Brice Galop, Mr. The world is so big, the universe is so big, humongous big. L'entrevue de Brice Galop, la plus drôle, ça reste celle où est-ce qu'il s'est fait annoncer qu'il benchait une game de genre Winter Classic. Oh non, c'est ça, c'est lui qui est arrivé et a dire non, mais c'est-tu l'entrevue? Good news and even better news. C'est ça, genre, I have a good news and an even better news. Good news, I won't be playing. Better news, we will probably win. And we have a chance of winning. C'était tout un personnage chez Brice Galop. Mais tu sais, en tout cas, c'est vrai que ça dépend beaucoup des ligues, ça dépend des sports et tout. Là, je pense effectivement que le soccer ou le foot te permet d'être plus toi-même quand... pas le foot, mais la NBA qui te permet d'être plus toi-même quand t'es un athlète. Alors que le hockey puis le foot, peut-être un peu moins. Mais dans le foot américain, t'as quand même des joueurs qui ressortent. Odell Beckham Jr., il est flamboyant, en tout cas, quand il est sur le terrain. Puis même à l'extérieur du terrain, je veux dire, nous, t'es toujours bien habillé, il est toujours... tu sais, fait que c'est ça, là. Tu sais, fait que c'est ça. On est... Hey, Adrien, je pensais qu'on allait avoir de la misère à faire un épisode complet sur le nom de thème des équipes. On a fait 51 minutes et quelques secondes. Pour vrai? 50 minutes? Ouais. Ça a passé vite. On a dévié sur beaucoup d'autres choses. Ça restait dans ça faisait longtemps qu'on s'était parlé, Jade et moi. C'est absolument pas vrai. On s'est vu hier soir, mais... On avait besoin d'un peu plus parler de choses. Donc, ça compléterait tout pour ce 15e épisode de la 16e, pardon. 16e. Excuse. 16e épisode en ce 26 juillet. Adrien, je te laisse avoir le dernier mot dans mon... Ben, dites-nous ce que vous en pensez. Là, je m'adresse directement à la caméra, puis j'espère que je suis dans un bon angle, j'ai aucune idée. Dites-nous ce que vous en pensez, parce que c'est une première tentative qu'on fait de filmer ça au complet. Dites-nous, on veut votre feedback. On veut savoir ce que vous en pensez. Dites-nous ce que vous avez aimé, ce que vous n'avez pas aimé. On va probablement continuer à en faire. Comme on a dit en début d'épisode, on va essayer d'être plus assidu. Là, mais voilà. Mais tu sais, en même temps, objectivement parlant, on va pas se mettre de pression pour l'être. mais c'est ça. Tu sais, ça reste une chose qu'on fait pour le fun à la base, Jean-Denis et Alex. Fait que c'est ça. Fait que dites-nous ce que vous avez pensé. Puis on se voit pour le prochain épisode de Radio 40.